Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et nous allons parler d'un candidat écologiste à l'élection présidentielle. Alors non pas à l'élection présidentielle de 2022, dans laquelle le candidat Yannick Jadot a été éliminé dès le premier tour, mais nous allons parler de René Dumont, premier candidat de l'écologie politique en 1974. 1974, cela fait bientôt 50 ans. Alors, je vous reparle aujourd'hui de René Dumont car j'ai constaté que son nom était cité à de nombreuses reprises dans la presse à l'occasion justement de cette dernière élection présidentielle. Alors, les plus anciens se souviennent que René Dumont, qui avait été sollicité par l'Association des Amis de la Terre, était opposé à 12 candidats, dont Giscard d'Estaing et François Mitterrand. René Dumont avait conduit une campagne originale avec beaucoup de jeunes et il avait créé d'ailleurs la surprise au cours de la présentation de son programme à la télévision. Alors je vais vous faire entendre cette intervention d'environ 10 minutes qui reste aujourd'hui encore très particulière et qui permet de saisir le caractère de René Dumont. Je ne suis pas un candidat doux rêveur. J'ai 45 ans de travail agronomique sur le terrain ou 45 ans de travail d'enseignement, surtout à l'Institut national agronomique de Paris. Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux, c'est tout de même s'avancer un peu vite. Quand on va étudier les problèmes au village, avec les paysans, avec les agriculteurs, on doit être sérieux. Par ailleurs, si je n'étais pas sérieux, est-ce que j'aurais été choisi par plus de 50 associations, représentant plus de 100 000 adhérents, répartis à travers la France? Est-ce que, si je n'étais pas sérieux, j'aurais été présenté par 176 signatures, sans compter celles qui sont arrivées en retard, dont plus de 80 maires de communes rurales, de petites communes, qui sont tous les jours en contact avec les problèmes de la terre, dont 65 agriculteurs, dont 15 médecins, des notaires, des commerçants et autres notabilités. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne, c'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. Aujourd'hui, je viens revenir en France pour étudier avec vous les problèmes très graves qui se posent. Après avoir beaucoup étudié les problèmes de la faim dans le monde, dans le tiers-monde, j'estime qu'aujourd'hui, il est temps de s'occuper des problèmes de nos pays. Mais nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. On espérait tirer de ces eaux de la mer des ressources importantes. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain, ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux. Ce sont aujourd'hui nos poubelles, là où on jette tous nos détritus. On a dit que j'étais un vieux professeur qui se baladait à vélo. Mais oui, le 16 mars, j'étais avec mes amis de la Terre, de la porte d'Orléans à la Concorde, pour montrer que Paris pourrait être au moins pour un jour, et dans quelques rues, le domaine de ces instruments de transport à 2 roues qui ne polluent pas. On a dit que j'étais donc un fantaisiste. Je crois que les 20 livres que j'ai écrits, la diffusion qu'ils ont eue, ôtent beaucoup de poids à de tels arguments. Je me présente ici comme un candidat propre, à tous les sens du terme, puisque nous sommes pour la propreté de l'air et de l'eau, et parce que tous les comptes d'élection seront présentés au public, seront officiels. Les uns comptent le coût de leur campagne en millions de francs lourds, nous allons les compter avec un tout petit nombre de millions de francs légers. Candidat propre qui respecte les murs, qui sait que le papier est rare, comme l'énergie, et qui par conséquent ne va pas couvrir nos murs d'affiches, et vous ne verrez pas ma tête sur les murs de nos villes,
D'abord parce que nous n'avons pas d'argent, ensuite parce que je n'ai pas envie de voir ma tête sur tous les murs de la ville. À quoi ça sert? Quel argument ça apporte de montrer sa binette sur tous les murs de la ville? C'est une grossière plaisanterie. Un candidat pauvre, je vous l'ai dit. C'est pour cela que nous sommes amarrés au port de l'Alma, à côté du pont de l'Alma, sur un bateau-mouche qui a été gracieusement mis à notre disposition par un ami de l'environnement qui s'inquiète notamment de voir Notre-Dame assaillie par les autos à cause d'un projet de voie express rive gauche. Nous serons les seuls à parler d'un projet global d'avenir, les seuls à regarder en face les menaces de notre expansion illimitée. Le pillage du tiers-monde amène un gaspillage inouï de nos matières premières. La France consommait 5 millions de tonnes de pétrole en 1939. La France consommait 120 millions de tonnes de pétrole en 1973. Une telle expansion illimitée ne peut pas se poursuivre. Ceux qui vous disent le contraire sont des inconscients ou des menteurs. Nous n'aurons plus les moyens d'acheter de telles quantités. Notre économie, que l'on dit de plus en plus indépendante depuis 30 ans, depuis 15 ans surtout, notre économie depuis 15 ans est de plus en plus dépendante. La France a perdu son indépendance économique puisque toute son économie dépend d'une forme d'énergie importée qui va devenir de plus en plus coûteuse. Ces matières premières que le tiers-monde nous fournissait presque gratuitement, c'était le pillage du tiers-monde, pillage de matières premières sous-payées, ce qui nous permettait de gaspiller ces matières premières d'une façon inconsidérée. Alors il va falloir cesser ces problèmes de pillage, cesser ces formes de gaspillage qui aboutissent à des choses invraisemblables. Aux États-Unis sont rejetés chaque année 48 milliards de boîtes de conserve vides, 65 milliards d'emballages en métal et en plastique. Et il y a 9 ans, en 1965, le coût d'enlèvement de tous ces détritus s'élevait à 15 milliards de francs lourds. Notre population ne peut augmenter indéfiniment. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Le verre d'eau que René Dumont boit en silence à l'antenne à l'issue de son intervention restera une image culte du candidat René Dumont et de l'écologie. Le résultat de l'élection n'est pas brillant, seulement 1,32% pour René Dumont. Mais René Dumont est quand même très fier d'avoir battu un adversaire redoutable et qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen ne faisait que 0,7%, soit la moitié de René Dumont. Alors bien sûr que comparé aux résultats de 2022, René Dumont avait le droit d'être fier à l'époque. Mais il faut dire que le professeur René Dumont, pratiquement inconnu dans le milieu politique à l'époque, n'était pas un inconnu dans le milieu scientifique. Il était l'auteur, en 1974 déjà, de nombreux ouvrages. Depuis son premier ouvrage en 1935 qui s'appelle « La culture du riz dans le delta du Tonkin », parce qu'il avait été envoyé en Indochine, à l'époque on appelait ça comme ça, l'Indochine. Alors ça c'est le premier ouvrage qu'il publie, « La culture du riz dans le delta du Tonkin ». Et puis ensuite, il y en a bien d'autres, par exemple, la leçon de l'agriculture américaine en 1949, Voyage en France d'un agronome en 1951, j'en cite quelques-uns encore, Révolution dans les campagnes chinoises en 1957, Sauf cause, Kolkhoz ou Le problème communisme 1964, Cuba, Socialisme et développement en 1964, et puis encore d'autres livres. D'autres encore, Paysannerie aux abois, Ceylan, Tunisie, Sénégal, 1972, et enfin, juste avant les élections présidentielles de 1974, un livre qui paraît en 1973, L'utopie ou la mort. Et pour ce dernier ouvrage, L'utopie ou la mort,
Il est interrogé par une journaliste canadienne. Aurélie Dumont, il y a dans ce dernier livre que vous venez d'écrire et qui s'appelle L'utopie et la mort, un sentiment d'urgence qu'on ne retrouvait pas dans les livres précédents. Oui, l'utopie ou la mort, il y a tout de Oui. même un choix, n'est-ce pas? Ce n'est pas les deux. L'utopie ou la mort, un sentiment d'urgence, d'abord c'est un livre de fin de carrière, un peu, c'est une synthèse. Et puis c'est un cri. Pierre Drouin, dans Le Monde, a dit le cri d'un révolté. N'est-ce pas? Révolté que j'ai été toujours, mais que je n'ai pas toujours exprimé, parce que dans tous les livres, on ne peut pas exprimer une révolte. Une révolte contre une injustice fondamentale que je ne peux plus accepter sans la crier sur les toits. Injustice fondamentale qui résulte d'abord des travaux du Club de Rome, qui nous dit, si on continue comme nous allons, si la population augmente et la production industrielle au rythme qui se prolonge, qui existe actuellement, si ça se prolonge jusqu'au milieu du siècle prochain, le monde va à la catastrophe. Alors voilà, les grands dirigeants, les grands responsables, les grands capitalistes nous disent, nous vous conduisons tout droit à une catastrophe finale, à un effondrement total de la civilisation. Par ailleurs, les conclusions du Club de Rome pour les pays en voie de développement sont tragiques et ne sont pas suffisamment dégagées par les études du Club de Rome, qui prend le monde globalement, comme un tout. Moi, je divise au moins en deux, le monde riche, le monde pauvre. Le monde riche a ses problèmes, la pollution, mais le monde pauvre en a d'autres. Si le Club de Rome a raison, si l'épuisement des réserves énergétiques et minérales est si proche, quand ils seront en état de construire leurs usines avec leurs propres ressources, ce seront alors des usines à eux, nous aurons épuisé tous leurs beaux minerais. Toute la bauxite de Jamaïque et de Guyane aura été au Canada. Tous les minerais de fer de Mi-Fermat en Mauritanie auront été à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer en France. Et il leur restera quoi? Il leur restera le reste. Alors, la misère perpétuelle me paraît être le sort du tiers-monde si il continue. Vous allez très loin dans votre livre, vous dites que les riches et les puissants sont les assassins qui enlèvent les protéines de la bouche des enfants des pays pauvres. Mais oui, récemment, on nous a dit, n'est-ce pas, laissez-les vivre, le mouvement français contre l'avortement, contre même la contraception, nous dit qu'il faut que tous les enfants naissent. Bon, mais ce sont des riches qui disent ça. Et ces riches prennent la protéine de la bouche des enfants pauvres de la façon suivante. Il y a actuellement assez de protéines pour tous les enfants qui naissent à travers le monde. Mais une bonne part de ces protéines, une partie du lait, de la poudre de lait, presque toute la farine de poisson, la plus grande partie des tourteaux de soja et d'arachide, qui sont d'excellents aliments pour les hommes, pour les enfants, sont donnés au bétail de nos pays riches, sont donnés à nos vaches laitières, à nos bœufs à viande, à nos cochons, à nos volailles, sont donnés à nos animaux domestiques, nos chats et nos chiens, et il n'en reste plus assez pour les enfants. J'étais à Ibadan, au début d'avril, Ibadan en Nigeria, et j'ai vu la doctoresse chargée de la nutrition, qui m'a dit, jusqu'à 1 an, ils ont le lait maternel, ça va. À 5 ans, ils ont tous, et je l'ai vu dans les villages de Nigeria, une petite fronde. Avec cette fronde, ils chassent. Et ils tuent oiseaux, lézards, souris ou rats. Et ils se procurent des protéines. Mais de 1 à 5 ans, c'est le drame. Et le drame est tel que ils n'ont pas suffisamment de protéines pour les plus pauvres pour assurer le développement normal de leur cerveau. Alors, on est en train de fabriquer des millions d'enfants hébétés, sous-alimentés. Et ces enfants, je les revois parce que je les ai vus en arrière de Recife, dans le sertão brésilien. En 58, j'étais là dans la zone de Mata, dans la zone de la canne à sucre, et j'ai vu des enfants vraiment avec un vocabulaire restreint, avec une allure hébétée, n'ayant pas la force physique et n'ayant pas les aptitudes mentales nécessaires pour faire de vrais hommes, parce que nous ne leur avons pas donné. Mais justement, vous dites que ces enfants ne seront pas de vrais hommes, et vous dites par ailleurs que dans les pays pauvres, les gens, c'est inévitable que les gens vont se révolter. Mais si on fabrique justement de ce type de sous-hommes, il n'y a aucun danger de révolte, donc on est protégé à ce moment-là. Oui, mais enfin tout de même, ce ne sont pas tous les enfants des pays pauvres qui, heureusement, en sont réduits à ce stade-là. Et les autres prennent conscience de la révolte. D'ailleurs, cette révolte, vous savez, en Europe, ce ne sont pas les plus pauvres qui ont fait la révolte au XIXe siècle. Ce sont les ouvriers qualifiés, et au moment où leur sort commençait à s'élever, mais ne s'élevait pas aussi vite qu'ils l'auraient désiré, que la révolution sont venues. Le Lumpenprolétariat, Marx nous disait que jamais il n'était un élément de révolte. Les travaux du Club de Rome montrent que les riches aussi sont menacés. Voyez-vous, autrefois dans les guerres, les généraux mouraient dans leur lit. Aujourd'hui, avec la bombe atomique, les généraux meurent comme les autres. Eh bien, aujourd'hui, les riches, avec la pollution, risquent, dans leurs descendants, la mort sans phrase aussi bien que les pauvres. Et alors, c'est ça qui est le fait nouveau, et c'est ça qui me donne un certain espoir. Et vous croyez vraiment à une redéfinition de nouvelles valeurs en Occident? Eh bien, il y a toutes sortes d'éléments qui contribuent à cela. La conférence de Stockholm, l'inquiétude sur l'environnement, l'inquiétude sur l'écologie, l'inquiétude de la jeunesse, les jeunes lycéens qui refusent l'armée, les jeunes étudiants qui contestent toutes nos méthodes d'enseignement, les OS qui refusent à Renault d'aller fabriquer les presses avec les méthodes actuelles. Tout cet ensemble de mécontentement est actuellement diffus.
les travailleurs immigrés qui sont nos esclaves des temps modernes. Eh bien, si on réunit en un faisceau cet ensemble de mécontentements en l'alliant à la préoccupation pour le tiers-monde, qui est tout de même les 2 tiers de l'humanité, je pense qu'on arrivera à quelque chose. La vie est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. La vie est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliations et tribulations, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliations et tribulations, funeste équation. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison, la vie est un combat. Ma maman avait raison, il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans sauver les enfants. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Il avait raison. De Sarajevo à Mogadiscio, escale à Soweto. Quand grondent les bombes, les larmes tombent sur les catacombes. De Sarajevo à Mogadiscio, escale à Soweto. Quand claquent les bombes, les larmes tombent et c'est l'hécatombe. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Mon père avait raisonné. C'est lui qui n'a pas traversé l'autre rive. Ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Méfie-toi de la cocaïne, car ça peut vraiment te nuire. Méfie-toi de l'héroïne, ça peut te rendre complètement débile. Méfie-toi de la marijuana, car tu auras des trous de mémoire. Protège ta vie sexuelle. Vous venez d'entendre une chanson de l'artiste ivoirien Alpha Blondy. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem et nous sommes aujourd'hui en compagnie de René Dumont, premier candidat écologiste à une élection présidentielle en 1974. Mais René Dumont n'est pas seulement écologiste. Il est aussi, et ceci bien sûr nous intéresse beaucoup, pacifiste et même antimilitariste. Quand j'ai tourné un film avec lui en 1992, j'ai demandé à René Dumont de retracer son parcours depuis son enfance. Le documentaire a pour titre « René Dumont, citoyen de la planète Terre »
et il peut être vu librement d'ailleurs sur YouTube. Dans son intégralité, il dure environ 2 heures. Je vais vous faire entendre dans cette émission quelques extraits du film, quand René Dumont raconte son expérience de la Première Guerre mondiale, alors qu'il était encore qu'un jeune garçon, et qu'il parle de la naissance de son pacifisme. Le 2 août 1914, j'étais donc en vacances, comme les autres années, dans le village de mon père, chez mes oncles et mes tantes. J'étais sur la colline de Moïmont, qui domine Rubécourt. Bon, j'étais ici à faire la moisson avec l'oncle Charles. On avait passé la moissonneuse lieuse, il n'y a pas de moissonneuse batteuse, évidemment, et on était en train de dresser les gerbes en moyettes de 10 gerbes. Une au milieu, à droite à gauche, de l'autre côté, les angles, et une pour coiffer. Et sur cette colline, on domine au moins 17 clochers de tous les villages environnants, et on entend ces 17 clochers. À 3 heures de l'après-midi, les 17 clochers ont sonné, et on savait que quand ils sonneraient, c'était la mobilisation générale. Alors moi, j'avais 10 ans et demi. Oh, je dis à mon oncle, je ne sais plus comment j'ai dit, mais enfin, la guerre, la guerre. Mon oncle m'a regardé et il m'a dit, tais-toi, la guerre, c'est l'assassinat des paysans. Alors nous retournons de Rubécourt à Arras, et nous retournons sur une plateforme de wagons de marchandises, simplement une simple plateforme, assis sur la plateforme. Alors bon, les Allemands sont là, et pour nous, à la fin de tout, la guerre était terminée. L'armée française en déroute, l'armée allemande au garde à vous, et pour moi, ils allaient aller, pour nous, ils allaient aller jusqu'aux Pyrénées. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et le front s'établit à 800 mètres du collège. Derrière la gare, ouverture des classes dans toute la France, et ma mère reçoit un télégramme du ministère de l'Instruction publique. S'il se présente une élève, vous ouvrez le collège. Se présente une élève, mais une seule, et ma mère lui dit, retourne chez toi, je ne t'ai pas vu, ne dis à personne que tu es venu. D'accord avec les autorités militaires, elle ferme le collège, et voici que ma mère, 3 professeurs et 3 surveillantes, 3 pionnes, sont 7 enfermés là, le front est là, on commence à bombarder la ville d'Arras. Alors ça faisait 7 femmes qui tricotaient dans la cave, on avait acheté toute la laine à tricoter des magasins d'Arras, des chandails, on disait pas des poules à l'époque, pour les soldats qui étaient dans les tranchées, en tenue d'été, au mois d'octobre, qui avait froid. Et nous les gosses, on partait dans les boyaux, porter jusqu'en première ligne, les chandails, mon frère et moi, dans les tranchées. Et une fois, en revenant, les mitrailleuses allemandes se sont mises à tirer. Moi, j'étais dans un boyau qui était pas plus haut que ça, et pas épais. J'étais le ventre à plat dans la boue glacée, mais je savais bien qu'il fallait... s'il y avait quelque chose qui dépassait, c'était seulement les fesses. J'avais compris ça. À 10 ans et demi, j'avais compris ça. Bon, les grands blessés arrivent. L'hôpital militaire est vite plein. On en reçoit quelques-uns au collège. Et alors bon, ils sont arrivés, et puis finalement, il y en a qui ont hurlé toute la nuit, qui sont morts à l'aube, et j'ai entendu le hurlement, et j'ai su qu'ils étaient morts à l'aube. 10 ou 11 octobre 1914, j'ai décidé que la guerre, c'était d'abord un massacre. Le reste, c'était d'abord un massacre. Alors je pars à Flécusy, où mes oncles de Rubécourt-Ardennes étaient partis en exode, les chariots, les juments attelant les chariots, les poulains suivant les juments sur le côté de la route, et ils sont partis d'abord avec le troupeau de vaches laitières. Oh, troupeau de vaches laitières, après un jour, exténué, on l'a vendu à l'armée française, qui a mangé toutes nos bonnes vaches laitières. Bon, 40 jours d'exode avec les chariots et les meubles sur le chariot, quand ils sont passés à Flécusy, à mi-chemin entre Clamecy et Corbigny dans la Nièvre, le maire de Flécusy s'est mis en travers de la route et dit, voyez-vous, bon, elle n'est pas plus loin. Et il y a ici des maisons de paysans abandonnés qui sont en bon état, moi je vous lâche tous. Et j'ai été, alors, pendant les vacances 1915, 16, 17, 18, ça fait 4 vacances scolaires, à Flécusy, j'étais bouvier, j'étais toucheur de bœufs, j'étais conducteur de troupeaux, de bœufs, de moutons. Quand avec mon frère, on avait un troupeau de 200 moutons sur la route, moi j'étais devant, et lui était derrière. Et moi devant, j'avais soif, parce que je ne cessais pas d'appeler les moutons. Je sais encore le faire. Adolphe Gautier avait été député socialiste de Clamecy de 1910 à 1914. Aux élections de 14, il a été battu. Mais il était resté maire de Flécusy, et c'était un
militant socialiste qui a vu arriver ce garçon, et il a pris ce garçon en amitié. J'avais donc là 11 ans et demi, et il m'a expliqué, il a pris une canne, et sur la terre, il a tracé le passage du communisme primitif à la propriété privée, et chacun a une petite parcelle. Et puis alors il y a le gros qui commence à acheter la parcelle du petit, puis il le met à son service. Enfin, un cours de socialisme. Et puis quelques mots sur la religion qui ont été très clairs. 3 semaines après ma première communion, j'avais compris que tout ça c'était des légendes. Il était marchand de bois, et j'ai chargé avec lui des wagons de troncs de noyer. Et il m'a montré que ces wagons de troncs de noyer étaient expédiés en Suisse. Et il m'a expliqué que toutes les crosses de fusil allemands étaient en troncs de noyer. Les Allemands ne croyaient pas à d'autres bois que pour la crosse de fusil, c'était le meilleur bois. Un bois solide, le bois de noyer. Mais ils n'ont pas de noyer en Allemagne. Ils ont acheté, pendant toute la guerre, des noyers du centre de la France. Adolphe Gautier était un des fournisseurs de l'armée allemande, évidemment, qui vendait à un négociant suisse. Bon. En 1919, quand vous arrivez à Montargis, vous avez 15 ans. Et vous vous faites remarquer au collège de garçons en portant l'insigne de la Révolution russe, la faucille et le marteau. Jusqu'au jour où mes amis anarchistes de Montargis, j'avais déjà contacté le sabotier marié à l'institutrice Georges Beaudenot, qui a fait un livre d'ailleurs, que j'ai pas effacé, une autobiographie, m'a appris qu'il avait reçu par les anards de Paris des renseignements sur le massacre des anarchistes d'Ukraine, de Makhno, Bon, alors j'ai compris, j'ai fait mon retour de l'URSS en 1920 probablement. Quelque part dans l'année 1920, je ne peux pas exactement dire le temps. Bon. L'armée de Makhno, c'était aussi des paysans. C'était des paysans, et c'était des Ukrainiens qui étaient contre les Russes, et des paysans qui étaient contre le pouvoir des bolcheviks, qui était un pouvoir installé en ville, et qui se révélait un pouvoir dictatorial. Il y a une citation que j'ai relevée dans votre dernier livre, vous dites « Élève à l'agro de Paris, j'espérais qu'elle ait triomphé dans le monde, étape par étape, les idées des Lumières, celles de la raison, de la science et de la morale laïque. » Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé lorsque vous êtes entré dans cette école ? Enfin, dans cette école, nous étions quelques-uns à défendre cette morale laïque, mais une minorité. On a même mesuré cette minorité le jour où j'ai lancé des bombes à eau sur le commandant de la préparation militaire, là, juste derrière. Il y a, sur 90 que nous avions la promotion, il y en a 9 qui m'ont soutenu. Ça vous a valu quand même pas mal d'ennuis. Ça m'a valu d'être affecté au 28e régiment de dragons à Metz, un régiment à demi-disciplinaire. Et pendant 18 mois, dans ce régiment, je me suis battu contre l'institution militaire. J'étais d'abord porté malade, alors j'ai passé 3 mois au Val-de-Grâce à Paris, avec la complicité d'un médecin du Val-de-Grâce. Je jouais le rôle de son secrétaire, si on veut. Ensuite, je suis retourné à Metz, au 28e Dragon, et j'avais raté l'école d'officier, naturellement. J'avais tout fait pour le rater, alors j'étais à l'école des sous-officiers, que j'ai raté aussi, et j'ai terminé comme 2e classe, après 18 mois de service, affecté à l'infirmerie des chevaux, où on mettait les pauvres d'esprit, les malheureux paysans un peu pauvres d'esprit, dont tout le monde se moquait, alors on les mettait à l'écart pour ne pas qu'on se moque d'eux, et j'étais avec eux, dans les pauvres d'esprit. Le service militaire m'avait démoli, et j'avais perdu, j'avais perdu l'équilibre mental. Ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, mon cœur a toujours saigné, ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, l'Afrique doit se réveiller, quand je pense aujourd'hui, en Afrique on se détruit, tandis que les puissances rient. Elles aiment nous voir désunis, et ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, l'Afrique doit se réveiller, écartons les fautes
fauteurs de troubles et ces barrières qui nous entourent. Faisons taire un peu les canons. S'entretuer n'est pas la solution. Et ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Les foyers de tension se multiplient. Les orphelins se multiplient. Les armes se multiplient. Les guerres s'amplifient. Les morts se multiplient. Nos pleurs s'amplifient. Nos dettes se multiplient. La misère s'amplifie. Les réfugiés se multiplient. Désespoir amplifié. Ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Ça me fait mal, mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mal. Oui, ça me fait mal. Les foyers de tension se multiplient. Les orphelins se multiplient. Les armes se multiplient. Les guerres s'amplifient. Les morts se multiplient. Nos pleurs s'amplifient. Nos dettes se multiplient. La misère s'amplifie. Les réfugiés se multiplient. Désespoir amplifié. Ça me fait mal, mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait si mal, chante Alpha Blondy. Et il rajoute « L'Afrique doit se réveiller ». Alors, quelques années avant cette chanson, René Dumont, agronome, avait écrit son fameux livre « L'Afrique noire est mal partie ». Livre qui avait fait scandale à l'époque et qui, malheureusement, s'est révélé prophétique. Mais bien avant d'écrire ce livre, René Dumont avait déjà pris position contre toutes les guerres. Là, il y a une citation que vous reprenez dans un de vos livres de Bertrand Russell qui dit « Aucun des mots que l'on veut éviter par la guerre... » Pas un seul des mots. Pas un seul des mots que l'on veut éviter par la guerre. Ben, dites-le, puisque vous le... Pas un seul des mots qu'on veut éviter par la guerre n'est un mal plus grand que la guerre elle-même. La Patrie humaine, journal des combattants de la paix que nous étions, l'organisation pacifiste, Félicien Chalet, le pasteur Rosaire, oui, Robert Jospin, le père de Lionel Jospin, était un des grands, peut-être même l'orateur le plus, comment dirais-je, la voix la plus puissante. T'as une voix forte, vas-y, tu vas les dompter peut-être. Alors oh. Excusez-moi. Non, ce n'est qu'un souvenir vocal. Alors j'ai pris la parole. J'ai pu faire une conférence pacifiste le 16 juin 1939 à Francfort-sur-le-Main. Et les jeunes Allemands m'ont bien dit qu'eux ne pouvaient rien faire contre la guerre. Ils ne pouvaient pas faire un mouvement pacifiste comme nous le faisions en France, malgré Munich. Et à la fin de la conférence, j'ai dit oui, je vous comprends, il y avait 200 Allemands devant moi. Je comprends que vous ne pouvez rien faire, donc la guerre aura lieu. Cette ville de Francfort sera détruite. Et la moitié d'entre vous mourront à la guerre. Puis je regarde, je dis est-ce que je vais être mis en prison? Non, j'ai pu aller jusqu'à Dresde. Est-ce que, comme disait Jean Giono, la seule façon de défendre la paix, c'est de refuser toutes les guerres? C'est ce que nous avons fait, Jean Giono et moi. Et je vous signale que pendant la guerre en 1942, j'ai été voir Jean Giono à Manosque et nous avons discuté de ces problèmes. Au moment où on considérait Jean Giono comme presque un collaborateur, ce qu'il n'était pas. Alors, je suis parti avec un pot de confiture et un pot de miel. Évidemment, comme instrument militaire,
J'étais affecté à un régiment régional de travailleurs, et finalement on était affecté à Feigny, la gare où le train de Paris-Bruxelles franchit la frontière, juste la frontière belge. Et bon, on avait reçu 4 chevaux, mais on n'avait pas reçu la musette mangeoire pour mettre l'avoine et que les chevaux puissent manger leur avoine intégralement. Alors on foutait l'avoine par terre dans la boue, un cheval ne mange jamais un grain d'avoine qui a touché la boue. Alors j'ai dit au commandant, mais il y a une menuiserie en face à abandonner, les gars étaient partis, avec 3 planches, hein, on fait une espèce de mangeoire, hein, on met l'avoine dedans, et au moins nos chevaux mangeront toute l'avoine. Alors il m'a dit, mais est-ce que vous êtes chargé des chevaux? Ben, je dis non, puisque je suis le seul agro ici, on m'a pas chargé des chevaux, ça aurait été anormal qu'on me confie une mission pour laquelle j'ai un minimum. En plus, j'étais ouvrier agricole pendant 1 an, alors j'ai peut-être plus qu'un minimum de connaissances. Nos chevaux sont morts de faim 6 semaines après. Bon, c'était une pagaille, l'armée française, et pendant la déroute, j'étais à Compiègne. Et quand on changeait les vaches, il y a eu un petit bombardement, un petit avion allemand qui a lâché quelques bombes, des bombes personnelles. Oh, bon, alors là, j'étais le premier entre 2 rails, sous un wagon, là, voilà, qui a la tête bien aplatie. Un vétérinaire un peu plus loin, qui était moins rapide, était tué. Ça, alors là, pour me mettre à l'abri, il paraît que j'étais le champion, j'étais le premier. Hein. Alors moi, j'étais partisan de l'armistice, ça, alors là, pas de problème. Mais de là à passer de l'armistice à la collaboration, c'est autre chose, évidemment. Mais pour l'armistice, bon, on aurait pu partir, suivre Paul Reynaud, suivre Mendès France, qui voulait aller en Afrique du Nord, ça, j'étais d'accord. Mais arrêter la guerre, il n'y a plus d'armée française, hein, pas de problème. Et mon premier cours à l'agro, je dis aux élèves, avant de commencer mon cours, que je protestais contre la révocation par les lois de Vichy de mon collègue, le professeur Walid. Le lendemain, le cours suivant, 2-3 jours après, un des élèves demande la parole et prend une position pro-allemande. Alors, il commence son laïus, alors je lui ai demandé s'il était mandaté par ses camarades, et non, si vous n'êtes pas mandaté, alors je vous en prie, arrêtez-vous. Le directeur d'agro, Jean Lefebvre, m'appelle en me disant, Alain Dumont, vous pourriez avoir avec cette déclaration des ennuis administratifs. Je lui ai dit, monsieur le directeur, figurez-vous, j'avais évoqué, moi, dans mon idée comme ça, dans ma petite tête, des ennuis autres qu'administratifs. Je n'avais qu'une idée en tête, l'après-guerre. Après avoir connu, jeune garçon, la Première Guerre mondiale, puis, adulte, la Deuxième Guerre mondiale, René Dumont n'en a pas fini avec les conflits. Lui, l'anticolonialiste, devra encore s'engager contre les guerres coloniales de la France, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. On était à peine sortis en juillet 54 de la guerre d'Indochine qu'en novembre 54, 1er novembre, je lis dans l'Observateur, il y a des bandits qui ont attaqué un autocar. Ah oui, évidemment. Tout de suite, c'était des bandits, ça, il n'y a pas de doute. Quand on se révolte contre l'autorité française, on a droit à un seul qualificatif, pas le qualificatif de rebelle, non, celui de bandit. À la frontière tunisienne, il y avait un groupe de guerrieros que l'armée française a suivi en Tunisie. Elle a bombardé le village et un obus est tombé sur l'école, a tué 10 gosses. Ce jour-là, la guerre d'Algérie a changé un peu dans l'opinion française. En 1960, vous signez le manifeste des 121. Qu'est-ce que c'était que ce manifeste? Eh bien, c'était Jean-Paul Sartre qui avait rédigé un manifeste incitant les soldats français à ne plus participer à la guerre d'Algérie et incitant même à démissionner, à déserter même l'armée française. Alors, hurlement dans la presse, arrêtez tout de suite. De Gaulle a dit, on ne met pas Voltaire en prison. Voltaire, c'est Jean-Paul Sartre. Alors nous, les sous-Voltaire, puisqu'on ne mettait pas notre patron en prison, puis ensuite j'étais invité par M. Rochereau, ministre de l'Agriculture. Et j'ai dit, monsieur le ministre, il m'est arrivé une fois dans ma vie à faire quelque chose contre ma conscience. J'ai fait mon service militaire alors que j'étais objecteur de conscience. J'en ai beaucoup souffert. J'ai terminé par... J'ai été fou pendant 6 mois à cause de ça. Alors, comme une fois contre ma conscience, j'ai couru de tels périls, n'importe quoi, je ne courrais pas une seconde fois de tels périls, donc j'obéis à ma conscience. Il m'a dit, monsieur le professeur, comme vous avez raison.
Les extraits du film René Dumont, citoyen de la planète Terre que vous avez entendu, sont inédits. En effet, le film produit par les productions de la Lanterne avec la chaîne France 3 que j'ai réalisé, ces extraits n'ont pas été diffusés à la télévision. Le seul épisode de la vie de René Dumont qui intéressait les diffuseurs de la télévision française était l'épisode de l'écologie. Alors nous avions bien proposé à France 3 de diffuser les 2 épisodes du documentaire, c'est-à-dire l'épisode pacifiste et anticolonialiste puis l'épisode écologiste, mais le diffuseur n'a voulu que l'épisode pacifiste. Alors est-ce un hasard ? En 1992, le journaliste écrivain Jean-Paul Bessé publie le livre René Dumont, une vie saisie par l'écologie. Bernard Pivot invite alors René Dumont dans l'émission Bouillon de culture sur France 2 le 26 avril 1992 pour parler du livre de Jean-Paul Bessé. Mais René Dumont en profitera, comme il a l'habitude de le faire, pour réaffirmer son pacifisme. Il venait en effet en 1992 de finir son livre intitulé « Cette guerre nous déshonore » à propos de la guerre du Golfe. On dit que ce sont des persifleurs, des contestataires et même des emmerdeurs. Il est vrai qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, ce sont des rebelles, mais rebelles à quoi? Quant à mon invité d'honneur, invité de référence et invité pour le plaisir, c'est le plus célèbre des écologistes, le papa de tous les écolos, dont on parle beaucoup, et candidat à l'élection présidentielle au titre des Verts en 1974. Les Verts n'existaient pas. Les Verts n'existaient pas. Enfin, un groupe d'écologistes. Groupe d'écologistes. René Dumont, vous voyez, déjà, ça y est, il a bondi, ça y est. Hein. Alors, René Dumont, 88 ans, donc une énergie et une indignation de jeune homme. Et je me dis même que, l'âge, finalement, au lieu peut-être de vous adoucir, comme ça, vous a, au contraire, j'ai l'impression, donné une capacité encore supérieure d'indignation, non? C'est que la situation devient d'autant plus grave chaque année, alors il faut qu'on réagisse plus. Actuellement, le sort de l'humanité est en jeu. Si on ne réagit pas brutalement dans quelques années pour changer toute notre base de civilisation, nous sommes perdus tout simplement. Mais ça, on ne le sait pas. On sait qu'il y a une sécheresse terrible en Afrique australe. Personne ne dit que c'est l'effet de serre. Donc nos bagnoles, donc nos abus, donc notre gaspillage. Alors, si les médias ne nous permettent pas de donner une information répétée et constante, si on ne change pas, si on cesse de fabriquer des grosses voitures, par exemple, si on cesse de faire des courses de moto avec les gars qui se tuent ensuite au Mans, eh bien, on est perdu. Ouais. Actuellement, le sort du monde... Oui, mais on a quand même le sentiment que grâce à vous et à beaucoup d'autres, et pas seulement les écologistes français, attendez, on a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Regardez les écologistes, les Verts et les générations écolo, ils ont fait 15% des voix, eux deux. Vous avez quand même Marie-Christine Blandin qui est devenue présidente du Conseil général du Nord-Pas-de-Calais. Ce sont des succès, ça. Oui, j'étais là saluer, naturellement. C'est un succès, mais les dirigeants ne font rien. Actuellement, le Time du 2 janvier 89 nous dit si on n'interdit pas la fabrication de toutes les autres consommant plus de 5 km, on est perdu, tout simplement. Mais le Time, c'est pas une revue écolo, c'est une revue de l'establishment nord-américain. Oui. Bon, le Français qui dirige Volkswagen nous a dit, moi, je peux faire des voitures à 4 litres sur 100 km. Si on fait plus que ces voitures-là, nous sommes perdus. Chaque année, le CO2 augmente l'effet de serre. Je reviens de l'Irak, les maïs n'ont pas été fécondés au 15 août cette année parce que la température est montée. 2 degrés de plus dans les céréales tropicales risquent d'arrêter la fécondation de celles qui sont touchées. Ouais. Alors on ne sait pas où nous allons. Mais la voiture reste toujours votre bête noire, hein? Non mais la voiture, pardon, tous les gaspillages d'énergie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait des courses d'auto? Pourquoi est-ce qu'on fait des Paris-Dakar? Maintenant c'est Paris-Le Cap. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on assassine par la voiture? Chaque acheteur d'une grosse voiture est un assassin. Ah oui, mais là, dites-moi, vous êtes quand même pas venu ce soir à vélo quand même. Je suis venu en métro. Ah, vous êtes venu en métro? Ben oui, à Marceau, c'est pas loin. Oui, c'est vrai. Ben, je n'ai plus d'auto. J'avais une auto qui ne circulait presque pas, et j'ai relancé. Oui. Mais chacun peut en faire autant quand il habite aux environs de Paris. Oui. Mais vous pensez que... la situation est dramatique. Chaque année, un peu plus dramatique. Enfin, nous revenons d'Afrique avec Charlotte Paquet, nous avons vu les gens mourir de faim. Alors, là, pour les plus jeunes peut-être qui ne vous connaîtraient pas, là, ils ont vu tout de suite qui vous étiez, Dumont. Mais alors, on vous connaît beaucoup mieux grâce à une biographie
intitulé René Dumont, une vie saisie par l'écologie, qui paraît dans la collection Au Vif chez Stock et qui est signé de Jean-Paul Besset. Et je veux dire, c'est un travail qui a dû vous réjouir. C'est une belle biographie. C'est un travail magnifique. Oui. Il y a vraiment, non pas seulement l'étude de René Dumont, mais l'étude du siècle. L'étude du siècle au point de vue des trois combats que je mène, le combat pacifiste, le combat tiers-mondiste et le combat écologiste. Oui. Et puis il y a aussi tout votre parcours, votre parcours d'ingénieur agronome, votre parcours de rebelle, puisque c'est le terme qu'il faut employer. Alors, comme tout à l'heure, on va parler du livre de Philippe Meyer, il nous propose des portraits, et souvent dans vos portraits, vous comparez les hommes politiques à des personnages littéraires ou de bandes dessinées. Alors, je vous ai demandé à qui vous pourriez comparer René Dumont. C'est-à-dire, en venant ici, je pensais qu'on était un peu dans la même situation que les personnages d'une bande dessinée de Maurice Agostini qui s'appelle La Diligence. Et alors, dans La Diligence, il y a plusieurs personnages, et l'un de ces personnages est un grand personnage maigre, avec un nez long et des cheveux blancs et un chapeau noir, qui passe au début pour un pasteur. Et puis à la fin, on s'aperçoit qu'il n'en est pas un. Et il me semblait que René Dumont aurait pu faire dans La Diligence ce personnage-là qui a un double. C'est ça, donc le pasteur. Mais on retrouvera les autres aussi. On peut. Ah, on peut, on verra. Alors, j'ai appris quand même, dans ce livre, que vous êtes quand même une vocation tardive de l'écologie, parce que votre biographe dit que vous êtes ingénieur agronome et que, notamment après la guerre, vous avez été, je le cite, un propagandiste actif de la révolution agricole à base d'exode rural, d'engrais chimiques et de tracteurs rugissants. En 1945, on avait faim en France. En 1945, on n'avait pas à manger en France suffisamment. Donc il fallait augmenter la production. En 1945, les écrits écologistes n'étaient pas apparus. Moi, j'ai appris l'écologie dans la Science américain de 1967 aux environs. Bon, avant, cette notion d'écologie n'était pas dégagée. C'est une notion, elle était connue de quelques spécialistes. Mais oui, mais en fait, vous étiez à ce moment-là pour l'intensification de la production agricole. Mais actuellement, j'ai gardé, attention, les écologistes me reprochent, je n'ai pas condamné la révolution verte en Inde et en Asie. Actuellement, certains écolos disent on va supprimer tous les engrais chimiques en Inde, en Chine. Moi, j'ai dit j'ai 300 millions d'Asiatiques qui meurent de faim demain. Alors, il faut étudier le passage. Oui, il ne faut pas être sectaire, il faut être modulé. Absolument pas. Moi, je suis un agronome, mais responsable de la fin du monde. Mais alors, et c'est vrai que votre biographe a raison d'insister sur votre appartenance au monde agricole et sur votre qualité d'ingénieur agronome. Et c'est pour cela, bien entendu, que à la fois vous êtes passionné par le tiers-monde et que vous défendez le tiers-monde. Je défends le tiers-monde et je défends les paysans du monde entier, les paysans les plus démunis. Les prolétaires des temps modernes, ce n'est plus les ouvriers de nos grandes usines. Ce sont les exclus d'ici et surtout la paysannerie du tiers-monde. Vous êtes, dit-il, fasciné par le théâtre, par les acteurs plutôt de théâtre. J'ai été, oui. J'ai été, quand j'étais nommé assistant à l'Institut agronomique, prendre mon métier de professeur, j'estimais que le métier de professeur était un métier de comédien. Donc, il fallait que j'apprenne le métier avec les comédiens. Alors, c'était l'époque 1933 de Louis Jouvet, de Charles Dulin, de Pitoef et de Gaston Balti. Ah oui, c'est pas mal. Là, j'ai été applaudir à l'atelier, applaudir ces auteurs-là. Mais ensuite, quand j'étais pris par mon métier, alors, je n'ai plus une seconde. Alors, j'ai recommencé le théâtre la semaine dernière. Ah bon? Oui. J'ai fini maintenant. C'est un de mes derniers livres, donc je peux maintenant reprendre un peu, reposer un peu, et donc aller au théâtre. Très bien. Mais alors quand même, vous avez quelque chose de comédien en vous, parce qu'on vous voit toujours avec votre pull rouge. Je savais que vous viendriez avec ce pull rouge. Mais ça, c'est les techniciens de la télévision. En 1974, j'étais venu avec un pull rouge, un peu, bon, j'en portais de temps en temps, mais ils m'ont dit, c'est ce qui se détache à la télévision. Bon, alors... Ah oui, donc, oui. Tout simplement. Eh oui. Ça se détache mieux, ça se détache plus que les autres. Oui. Et donc, on remarque plus le pull rouge. Et donc, on remarque plus le pull rouge, et en même temps, donc, le téléspectateur détachera mieux vos propos, parce qu'il vous verra mieux. Et quand je me promène dans Paris, si je n'ai pas le pull rouge, on me dit moins souvent bonjour. Mais oui, c'est important. Ah oui. Et alors ça, cette canne, vous avez apporté une canne. C'est une canne que j'ai achetée à un berger sur le bord du Nil, à Assouan. Alors, il m'a fait un prix raisonnable, et quand je l'ai eu acheté, il m'a dit « Mais pourquoi tu as acheté cette vieille canne et tu me l'as payée 2 fois plus cher qu'une canne neuve ?» Je dis « Parce que comme tu l'as portée, elle a pour moi infiniment plus de valeur, 10 fois plus de valeur qu'une canne neuve. » Il dit « Alors, si c'est ça, il y avait un copain à côté de lui, c'est ça, j'ai eu trop d'argent, il faut que je partage avec mon copain. » Là, il m'a donné une leçon. Ah oui, c'est beau. J'ai eu trop d'argent, il faut que je partage. Bon, c'est à cause de cette leçon que j'ai apporté ma canne. Alors, bon,
Et alors vous l'avez là, bien entendu, bien qu'elle ne serve à rien pendant cette Comment émission, mais là aussi, bien sûr. Oui, Mais elle me bon, sert pour- mais ça c'est un peu le comédien en vous. Non, mais Et- pardon, j'ai besoin, hélas, d'une Si, canne. si. Et Jean-Paul Besset dit que vous aimez théâtraliser vos interventions. Il parle même, à votre propos, d'une pédagogie de l'outrance. Certainement, pour faire passer les idées, il faut quelquefois les exprimer un peu plus brutalement. Oui. Ce qui explique que vous êtes brouillé quand même avec beaucoup de gens dans le monde. Même il y a une énumération de gens, enfin de gens de chefs charismatiques du tiers-monde avec qui vous êtes brouillé. Écoutez, ils m'appellent, je leur donne des conseils, ils ne m'écoutent pas, ben, je leur dis ce que je pense. C'est eux qui se brouillent avec moi, c'est pas moi qui me brouille avec eux. Fidel Castro, bon, il m'a considéré comme personne non grata. Moi, je suis prêt à retourner demain à Cuba. Oui, mais, S'il non, m'appelle. oui, mais dans le livre, on voit très bien que de temps en temps, quand même, vous aimez les insulter. Insulter, bon, insulter, ça dépend de ce qu'on appelle insulte, n'est-ce pas? Ahidjo, par exemple, président du Cameroun, a dit un jour que je l'avais insulté. Il a dit ça à mon ami Robert Buron, qui lui conseillait de me réinviter. Il a dit, Dumont m'a insulté. Voilà. Comment dit Robert Buron? Mais c'est pas possible. Oui, il est venu me voir sans cravate. Il est évident que quand je vais dans le tiers-monde, le port de la cravate se pose un homme comme un colon, un homme comme le contraire de l'indigène, le contraire de l'autochtone, le contraire du paysan. Donc je ne porte pas l'insigne de cette valorisation bourgeoise. Oui. Ah oui, donc c'est mal reçu, là. C'est mal reçu par les Oui, gens. oui, mais en fait, de temps en temps, vous quand même, vous dites à des gens, vous leur dites Ah, bah en oui. vérité. Alors évidemment, ils le prennent très mal. J'ai simplement dit à Ahidjo que je revenais du Nord Cameroun, j'avais vu les paysans de son pays, à côté de Garoua, qui est son pays d'origine, et que j'avais calculé qu'un paysan du Nord Cameroun mettait 36 ans pour gagner autant qu'un parlementaire de Yaoundé en 6 mois de séance. En plus, 6 mois de séance, ça fait 1 mois et demi de travail. Oui. Alors, j'ai terminé, j'avais là une assistance énorme, octobre 61, oui. J'ai terminé en disant, Monsieur le Président, ça ne durera pas 36 ans. S'il avait pu me fusiller avec ses yeux, Ahidjo m'a fusillé, et il a dit, tant que je serai président, Dumont ne remettra plus les pieds au Cameroun. C'est bien ce qui s'est passé, j'ai pu remettre les pieds au Cameroun récemment, parce que Ahidjo n'était plus là. Ouais. Et Jean-Paul Besset raconte que vous vous laissez inviter dans des banquets, et puis au beau milieu du banquet, vous dites, on mange trop, vous faites un scandale. J'ai fait un scandale. Vous avez fait plusieurs scandales. Oui, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un au Caire, j'en ai fait un... Oui, au Caire, il y avait 4 plats de viande successifs. Alors, les dames sont servies du 4e plat. Et moi, je me suis tourné vers la maîtresse de maison. Je lui ai dit, étant donné que les paysans égyptiens ne mangent de la viande qu'une fois par mois, en moyenne, vous me permettez que je ne prenne pas... Alors, les dames avaient leur 4e plat de viande dans leur assiette. Elles n'ont pas pu le manger, évidemment. Et l'attaché culturel de l'ambassade de France qui était là, qui m'a reconduit, m'a dit « Oh, Dumont, quand je pense que moi, je ne peux pas en faire autant. » Ben, j'ai dit « Oui, chacun son métier. » moi, je ne suis pas attaché culturel, donc je peux me permettre de dire ce que je pense simplement. Et en même temps, vous aimez ça. Ah ben naturellement. Hein? Ben, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et ça vous amuse, hein? Ah ben ça c'est sûr. sûr. Parler des gens qui bouffent trop. Alors, on a entendu là quelques-uns des motifs de votre indignation, mais... Rebelle, vous êtes un rebelle, c'est évident, mais vous êtes rebelle en dehors déjà des sujets que vous venez d'aborder. Vous êtes rebelle à quoi encore? Je suis d'abord rebelle à la guerre. Oui. Alors là, la guerre du Golfe, cette guerre nous désole. Alors on en parlera, on en parlera. Oui, mais rebelle à la guerre depuis le 10 octobre 1914. Oui. J'avais 10 ans et demi, j'étais à on en Arras. parlera de ça. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la Terre. Alors, hey, mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. Hé, Sarko, Nico, pardon, viens avec nous. Nous avons un nouveau combat. L'abolition de la guerre sur la terre.
Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Parce que, on dit que c'est de l'utopie. Mais tant que les humains n'auront pas muselé la bête en eux, cette bête qu'est la guerre, ils ne seront que de singes nucléaires. Yeah! C'est pour cela, Nico, viens avec nous. Prends Barack sur la route et vois Poutine. Il faut que la guerre soit abolie pour respecter les droits de l'homme chez vous. Parce que le budget militaire peut créer des emplois. Nous voulons la paix au Libéria. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix en Sierra Leone. Nous voulons la paix au Liban. Nous voulons la paix en Irak. Nous voulons la paix en Somalie. Nous voulons la paix entre Israël et la Palestine. Après ce cri en faveur de la paix d'Alpha Blondy lors d'un concert au Zénith de Paris en 2009, nous écoutons à nouveau René Dumont dans l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot. Alors, rebelle au tiers-monde, rebelle à l'écart entre nous et le tiers-monde. Oui. Actuellement, 15% de la population, c'est les nantis, 1 milliard de nantis. 1 milliard de nantis, c'est Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Japon, Australie et les Émirats pétroliers. 15% de la population ont 80% des ressources. 1 milliard de nantis, et à côté, il y a 1 milliard d'exclus, ceux qui ont faim. L'écart de niveau de vie entre le milliard nantis et le milliard d'exclus nous dit le programme des Nations Unies pour le développement, c'est 150 à 1. Bon, et chaque année, cet écart augmente. Bon, ben, vous croyez qu'ils vont accepter de crever la bouche ouverte? Oui, mais alors ça prouve que tout ce que vous faites depuis 20 ans, ça sert à rien. Ça veut dire que je n'ai pas été suivi, ça veut dire que l'écart augmente, ça veut dire que les risques... Alors, le tiers-monde se révolte. Comment? Par la drogue. Tiens. Même l'Afrique est maintenant touchée par la drogue, nous dit Fotorino. Bon, par le terrorisme, actuellement, on a des explosifs indécelables. Bon, alors on parle beaucoup des explosifs là, des 2 avions, on oublie de dire qu'il y a des formes de terrorisme d'État qui tuent chaque jour, c'est là l'embargo en Irak tue chaque jour entre 500 et 800 enfants, oui, mais vous êtes tous les jours. Oui, mais vous n'êtes pas désespéré de voir que finalement tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tous vos voyages chaque année, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y a eu la décolonisation, mais évidemment, elle n'a pas été suivie par l'indépendance de ce qu'on espérait. Bon, on marque des points quand même. Vous publiez en même temps aux éditions du Seuil un livre, Cette guerre nous déshonore. Alors, bon, vous avez rappelé que vous avez été contre cette guerre et que vous revenez d'Irak. Vous avez déjà nous avez donné quelques informations et vous êtes absolument indigné maintenant. C'est un scandale. D'abord, d'avoir accepté de faire la guerre alors qu'on pouvait négocier. Oui. Ensuite, la guerre, comme elle a été faite, le bombardement qui a détruit à Bagdad tout le réseau d'eau, tout le réseau d'électricité, qui a laissé 5 millions d'habitants sans eau potable pendant des mois. Oui, mais ça, c'est la guerre, on va vous répondre. Oh, pardon, non, c'est ce qu'on a appelé une guerre pardon. J'ai rarement les États-Unis ont signé la Convention de Genève. Lisez la Convention de Genève de 1947 et le complément de 1977 qui interdit de bombarder les objets civils, interdit de bombarder les soldats en déroute. Ils ont bombardé les soldats 2 jours après le cessez-le-feu sur la route de Koweït. Non, il y a une série de crimes de guerre. Il y a tout un livre que je peux vous envoyer, War Crime, de Ramsey Clark. Ramsey Clark a été en Irak pendant la guerre pour témoigner que la guerre ne se faisait pas suivant les règles. Les règles de la guerre n'ont pas été respectées. Et on a bombardé parmi les plus vieux monuments de l'histoire de l'humanité, on a bombardé le paradis terrestre. Non, cette guerre est un scandale. Cette guerre nous déshonore. Mais... Alors, quand le gouvernement m'a donné la Légion d'honneur, moi, je ne peux pas accepter la Légion d'honneur de la part d'un gouvernement qui s'est déshonoré lui-même. Ouais. Non, mais le plus important, c'est qu'actuellement, il y a dans le monde une injustice sans cesse croissante. Ouais. Et contre cette injustice, nous sommes les profiteurs de cette injustice. 15% de la population qui ont 80% des ressources. Et nous sommes en train, non seulement d'avoir ruiné le tiers-monde, nous sommes en train de
détruire tous les climats du tiers-monde. Enfin, vraiment, jamais il n'y a eu un niveau d'injustice. Tout à l'heure, je disais l'écart 151. Philippe Meyer, est-ce que vous êtes d'accord? Là, il y a deux choses qui ne tiennent pas ensemble. Parce que si on fait la guerre, si on a fait la guerre contre l'Irak, c'était au nom de la démocratie. Alors si c'est pour faire une démocratie à la sauce galonnée qui arrive à cacher cette histoire immédiate qui a été cette quantité de choses, c'est une... Et alors, effectivement, et on aura pour la suite, par l'ensemble... C'était la guerre. On a bombardé le Tigos qui a C'était l'embargo ou la guerre, ça a été la guerre et l'embargo. Coupé du monde arabe. René Dumont, dans la deuxième partie du livre, vous préconisez quelques initiatives à prendre pour briser le vieil ordre économique et politique mondial. Mais est-ce que ça relève pas de l'utopie, là, encore? Mais l'utopie, actuellement, si on accepte l'ordre actuel, on va à la mort. Là, il faut chercher quelque chose. Alors, on me dit que c'est de l'utopie, mais actuellement, si on continue l'ordre actuel, le libéralisme économique intégral, 1, l'écart entre le Nord et le Sud ne cesse pas d'augmenter. 2, les risques de guerre ne cessent pas d'augmenter. 3, l'environnement est démoli tous les jours. Donc, nous allons actuellement, notre chemin nous mène tout droit à la mort. Alors, vous voulez que j'accepte ça? Non, moi je rien du tout. Vive l'utopie, hein, je suis d'accord. Alors, l'utopie, l'utopie... Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bêtes et méchants, ils sont bêtes et méchants. Les pays riches, les coalisés, ont fait la guerre pour avoir du pétrole à bon marché, en quantité illimitée, et pour pouvoir détruire tous les climats de la planète. La preuve, c'est qu'au moment où la guerre éclate, projet d'économie d'énergie proposé à George Bush, qui a dit non, pas d'économie d'énergie, ce sera la récession économique aggravée, elle est là déjà aux États-Unis, aggravée aux États-Unis. Ah voilà, on a fait la guerre de façon à avoir le droit que les pays riches gardent les 3/4 du pétrole pour le quart de la population, que les pays pauvres aient à peine le quart du pétrole pour les 3/4 de la population, pour que nous l'ayons assez à bon marché pour le gaspiller, ici et là, hein, ici inclus, n'est-ce pas, dans toutes nos bagnoles, etc. Et bien ça, c'est la mort. Alors quand on dit défendre le droit international, accepter que ce droit recouvre autant d'injustices est vraiment une honte. Actuellement, les dépenses faites pour la guerre, des dépenses déjà faites pour la guerre avant même que la guerre existe. Le simple débarquement des troupes dans le Golfe a représenté des dépenses plus grandes que celles qui étaient nécessaires pour éliminer la faim dans le monde. Couper la télé, c'est le tiers-monde qui se fait massacrer. Réfléchissez, coupez la télé, c'est le tiers-monde qui se fait massacrer. Réfléchissez, coupez la télé, c'est le tiers-monde qui se fait massacrer. Réfléchissez, coupez la télé. On a coupé la France du monde arabe, on a coupé la France de l'islam, on a coupé la France du tiers-monde. Moi, tout le travail de ma vie, j'ai 87 ans, a été démoli en quelques jours. René Dumont, وهو غني عن التعريف بذاته. Alors la guerre, on vous a dit, c'est une guerre pour le droit. Ça dépend un peu de quel droit il s'agit. Alors le droit qu'a appliqué les États-Unis depuis 1823, la doctrine de Monroe, c'est un droit un peu particulier. C'est un droit made in USA. C'est un droit sui generis, c'est le droit du plus fort, c'est le droit des gens qui ont écrasé les Indiens, puis les Noirs, actuellement les Chicanos. Bon. Alors le bombardement de l'Irak, à partir du 17 janvier, c'était la destruction de l'appareil productif et des points essentiels de l'appareil productif.
Alors j'ai là des photos il y avait un grand complexe de distribution des semences et plantes de pommes de terre pour tout l'Irak, importé, 3 hectares de surface, tout ça détruit, etc. J'ai des photos de plantes de patates carbonisées, de boîtes de semences, etc. Boîtes de semences, Villemorin, enfin, des marques françaises. Ensuite, on en a fait autant de la grande usine qui fabriquait des vaccins et des produits vétérinaires. Et c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui avait financé ces 2 usines. De sorte que le représentant du PNUD à Bagdad, qui est encore là, un Tunisien, m'a dit c'est nous qui l'avons financé, et c'est l'armée des Nations Unies qui l'a démoli. L'armée, soi-disant, des Nations Unies. Ensuite, j'ai vu l'usine laitière, la fameuse usine qu'on avait dit que c'était une usine chimique. Bon, c'est une usine laitière, c'est certain. Alors voici un pays condamné au chômage, un pays condamné à la misère, un pays condamné à la famine pour 80%, peut-être 75% de la population, avec la complicité du gouvernement français. Donc des citoyens français que nous sommes tous ici présents. Nous sommes complices d'un crime de guerre contre une population. Ce matin, on l'a dit James Baker, Deus ex machina de la planète, donc du monde entier. Et ça veut dire que s'il y a dans le sud des gars qui se révoltent, eh bien ils savent maintenant ce qui les attend. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon pays, à mon pays, à mon pays. Ces bâtards ont mis les bâtardises dans mon pays. Les bâtards ont mis les bâtardises dans mon pays. Ces bâtards ont mis la bâtardise dans mon pays. Les bâtards ont mis la bâtardise dans le pays. Are you ready? Are you ready? En 1991, je filmais René Dumont qui manifestait contre la guerre du Golfe, place de la République à Paris, et dans une réunion féministe à Tunis. C'est l'extrait que vous venez d'entendre du film René Dumont, citoyen de la planète Terre. Mais après la guerre du Golfe, René Dumont a tenu à aller en Irak lui-même pour constater les dégâts de la guerre. Et en 1992, Eddie Plenel, alors journaliste au Monde, vient l'interroger chez lui à Fontenay-sous-Bois. Alors j'en profite pour faire un autre enregistrement. Oui, mais alors j'ai ici le rapport du général Gallois, qui a été au mois de mai, qui montre que le monde entier a ravitaillé en armes, le monde entier, tous les clans, tout le monde, a ravitaillé en armes Saddam Hussein, et que cette confluence du monde entier dans sa guerre contre l'Iran lui a fait croire que le monde entier était avec lui. Donc Saddam Hussein, nous l'avons armé, nous l'avons consolidé sur le plan politique. Et les Irakiens, quand on leur parle, certains que j'ai vus à Parle, m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas... L'armée américaine n'a pas fait sauter Saddam Hussein. Ils en avaient la possibilité. Ils nous demandent à nous maintenant de nous révolter contre lui, mais nous sommes les mains nues. Et le système de répression est bien organisé. Ça, alors là, il n'y a pas de problème. Les révoltes, il y a eu les révoltes kurdes en mars, la révolte des chiites du sud. On a beaucoup parlé des Kurdes, on a peu parlé des chiites. On a beaucoup aidé les Kurdes, tous les ONG, on a peu aidé les chiites du sud qui sont enfermés dans un marais, là, qui sont en train de... L'enfer silencieux, m'a dit un médecin algérien, nous a dit un médecin algérien. Ils sont en train de mourir, là, dans des conditions... Tu n'as pas pu aller là-bas? Ah ben non, là, pas de question, là, et l'armée tout autour, là. On va, tout de même, on va... Ça veut dire quoi? Qu'on les extermine? L'enfer silencieux, on les... Peut-être, on nous a dit que pas de médicaments, pas de vivres, ils sont enfermés, entourés de l'armée. L'armée ne les affecte pas. Alors il y a non seulement les chiites, mais les déserteurs, les réfractaires autour aussi. De Bassora. Dans les marais qui sont pas loin de Bassora. Tout le monde connaît, enfin tous les gens qui connaissent l'Irak connaissent cette région qui s'appelle les marais. Ça m'aurait même intéressé, au point de vue agricole, de voir les marais, n'est-ce pas? C'est une sorte de siège silencieux. Un siège. Un siège. Tous ceux qui s'en approchent, nous, il n'était pas question
Nous étions entre les mains des services d'agriculture de Bassora, qui nous procuraient une voiture, qui nous conduisaient, mais là on peut aller, là on ne peut pas aller. Au bout du compte, si on reprend donc tout ce qui s'est passé depuis un an, quel bilan tu tires de cette guerre? Bon, si je me souviens bien, donc dès le départ, tu étais opposé à cette guerre. Diable. Est-ce que tu tires un bilan triomphant en disant regardez comme j'ai eu raison? Quel est ton commentaire aujourd'hui? J'ai publié dans Le Monde 3 jours avant le 15 janvier un petit papier en disant ça va être une catastrophe. Ça va être... la ruine est là, les misères est là, tout ce qu'on disait était là et je n'avais pas prévu même l'embargo aussi prolongé et que nous serions encore pratiquement en état de guerre aujourd'hui que les... Alors on parle beaucoup des Kurdes, bon ben diable il faut s'occuper des Kurdes. On s'est occupé des Kurdes en Exode, mais il faut s'occuper du reste du peuple irakien, qui n'est pas responsable de la guerre. C'est un peuple qui a été soumis. Saddam Hussein a pris le pouvoir en 72, il a pris le pouvoir contre tout le monde. Il a pris le pouvoir par son clan militaire contre les communistes, qui sont repartis à Moscou, leurs dirigeants. Il a pris le pouvoir contre les Kurdes, il a pris le pouvoir contre les chiites, et il a consolidé son pouvoir par la guerre contre l'Iran. Et dans cette guerre contre l'Iran, il y avait tout le monde avec lui. Tout le monde lui a amené les armements et le financement pour acheter les armements. Et la France n'a pas été la dernière. Quand la guerre a éclaté en 80, l'Union soviétique a arrêté toute fourniture d'armement pendant 2 ans. Ce que le général de Gaulle avait fait en 67, quand il y a eu la guerre, Israël contre les pays arabes. La France n'a pas arrêté un jour de fournir. Tu as une expression que j'aimerais bien que tu reviennes dessus, tu disais les 3 crimes de cette guerre. Les 3 crimes de cette guerre, le premier crime c'est d'avoir fait la guerre alors qu'on pouvait faire l'embargo. Le premier crime c'est d'avoir déclenché l'ultimatum. Et donc d'avoir déclenché la guerre qu'on aurait pu éviter. Le deuxième crime c'est d'avoir remis la guerre entre les mains de l'armée des États-Unis et non pas entre les mains des Nations Unies. C'est ce qu'a dit Pérez de Cuéllar, ce n'est pas la guerre des Nations Unies, c'est la guerre des États-Unis. Et les États-Unis ont déclenché une guerre où leur idée, numéro 1, pas de morts. Nous avons eu 50 000 morts au Vietnam et toute l'opinion a attaqué notre guerre parce qu'il y avait des morts. Donc cette guerre ne doit pas avoir de morts américains. Bon, alors il n'y a qu'un moyen de ne pas avoir de morts américains, c'est de détruire tout. Et finalement d'aller jusqu'aux enterrés vivants. Les enterrés vivants sur un front de 3 km, dans beaucoup d'endroits, quand on a attaqué la ligne de front, ils se sont rendus, ils ont laissé passer, et un endroit où ils étaient solides et résistants. Alors pour les sortir de leurs tranchées, il fallait descendre des camions blindés, il fallait descendre des tanks et aller les chercher. Bon, il y aurait eu des morts. Alors on n'a pas hésité longtemps, on les a enterrés vivants. On a amené des bulldozers qui ont amené la terre au-dessus des tranchées, et on a amené des camions lourds pour plomber la terre. Et on a enterré vivants 700 personnes, ce qui est contre la Convention de Genève. Et chose curieuse, les Irakiens ne s'en sont pas plaints. C'est des soldats américains qui viennent de le dire maintenant, au début de septembre, qui en avaient gros sur la conscience d'avoir fait ça et de ne pas l'avoir dit. Et qui l'ont avoué. Pourquoi les Irakiens ne se sont pas plaints? Eh bien justement, les Irakiens sont fiers. Les Irakiens ne se plaignent pas des pertes. Les Irakiens ne se plaignent pas des... Ils ne veulent pas avoir l'air d'être... je sais pas. Ils ne veulent pas avoir l'air d'être malheureux, ils restent fiers au Québec. Et ensuite un livre. Un livre qui s'appellera « Cette guerre nous déshonore ». Pour moi, la première chose, je considère que la France a été déshonorée par l'action de son gouvernement. Et continue de l'être aujourd'hui. En n'acceptant pas les propositions en n'acceptant pas de lever l'embargo. Je comprends très bien qu'on mette un contrôle militaire, qu'on cherche toutes les histoires nucléaires et tout, qu'on maintienne un contrôle nucléaire, un certain contrôle se justifie. Quand on parle d'ailleurs de dénucléarisation du Moyen-Orient, je dis je veux bien. Il y a 200 bombes atomiques en Israël, est-ce qu'on va les inclure dans la dénucléarisation? Oh, quand on pose une question comme ça, on dit on change de sujet. Moi, je me bats sur 3 terrains, je me bats pacifiste, je me bats écologie, mais je me bats sur l'économie mondiale. René Dumont est mort en 2001. Il a eu le temps de condamner avant son décès de nouvelles guerres sur la planète dans un livre intitulé « Ouvrez les yeux, le XXIe siècle est mal parti ». Livre publié par Politis en 1995. Alors bien sûr, René Dumont n'a pas connu la guerre du Yémen, menée par l'Arabie saoudite avec des armes livrées par la France. Il n'a pas connu la guerre en Ukraine, qui risque de durer plusieurs années et qui intéresse beaucoup les marchands d'armes.
Alors quand on lit dans le journal La Croix du 18 avril 2022 ce titre, « Vente d'armes ». Les armes françaises ont pu servir à commettre des crimes de guerre. Alors on peut s'inquiéter bien sûr pour l'avenir. Et pour finir notre émission quand même, sur une note d'espoir, voici une dernière chanson d'Alpha Blondy intitulée « Love ». Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Make we